Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de la deuxième séquence sur Corneille. Donc, c'était le système dramatique de Corneille. Je vous rappelle, hein, on a été à Grantin, une tragédie héroïque et politique. Aujourd'hui, nous allons faire Petit 3, action sérieuse. Corneille insiste sur la dignité de l'action tragique. Sa dignité demande quelque grand intérêt d'État, quelques passions plus nobles et plus mâles que l'amour, telles que sont l'ambition ou la vengeance, et veut donner à craindre des malheurs plus grands que la perte d'une maîtresse. S'il s'agit simplement d'une intrigue d'amour entre des rois, sans que leur vie ni leur état soient en péril, la pièce ne sera pas une tragédie, mais une comédie héroïque, comme Don Sanche d'Aragon. Petit a. La tragédie politique. Les affaires d'État tiennent une place capitale dans le théâtre de Corneille. Le salut de Rome est en jeu dans Horace. La conception du pouvoir dans Cinna, dans Nicomède, le héros, fervent administrateur d'Hannibal, s'insurge contre la domination romaine en Orient. Même lorsque le sujet n'est pas politique, quelques puissants intérêts d'État forment comme une toile de fond. Dans le Cid, Rodrigue sauve le royaume par sa victoire sur les morts. Dans Polyeucte, entre le drame humain et le drame surnaturel intervient un problème politique, l'État romain devant le christianisme. Les maximes politiques abondent. On pourrait rédiger, d'après Corneille, tout un code à l'usage des souverains, ou plutôt deux codes, car deux thèses s'affrontent. D'une part, une conception noble et grandiose du pouvoir, c'est celle d'Auguste d'Ancina. Napoléon professait une vive admiration pour cette tragédie. Celle de Nicomède, confère page 118. Léon professait une vive admiration, pardon, excusez-moi, hem, celle de Nicomède, confère page 118, et de Corneille lui-même. Maîtrise de soi, lucidité, aspiration à la grandeur, justice sereine, clémence, telles sont les vertus d'un empereur ou d'un roi. D'autre part, un réalisme cynique, un machiavélisme allant jusqu'aux crimes les plus noirs, c'est le fait des êtres éperdument épris de pouvoir, comme Cléopâtre dans Rodogune, confère page 109, ou des souverains à l'âme basse, Prusias et surtout Arsinoé dans Nicomède, Horode dans Suréna, et de leurs conseillers, ainsi que ceux de Ptolémée, roi d'Égypte, dans Pompée. Les cornéliens reprocheront à Racine de peindre des souverains, surtout Pyrrhus dans Andromaque, qui sacrifient l'intérêt de leur état à celui de leur amour. De fait, tandis que les héros raciniens sont tout à leur passion, les héros cornéliens n'oublient jamais la cité dont ils sont membres, et souvent leur chef. Dans Horace, Camille reçoit un châtiment soudain pour avoir maudit sa patrie. Donc le deuxième argument, c'est les passions nobles et mâles. Ainsi, l'amour n'occupe pas dans l'ensemble du théâtre cornélien la même place que dans la tragédie racinienne. Et surtout, il n'y joue pas le même rôle. Il faut qu'il s'en contente du second rang, laissant le premier soit au devoir de la naissance et aux soins de l'honneur, soit à des passions réputées plus nobles et plus mâles, mais telles que l'ambition et la vengeance. Il arrive même qu'ils ne servent que d'ornement, mais alors la tragédie y perd beaucoup de valeur en valeur humaine. Corneille, théoricien, considère l'amour comme une passion chargée de faiblesse. Or, l'un de ses titres de gloire est justement d'avoir su le concevoir comme une passion noble et généreuse. Confère page 114, L'amour et l'honneur. Il reste cependant que Corneille s'est vivement intéressé à d'autres passions, en particulier l'honneur et l'amour du pouvoir. Euh, dans Rodogune, Cléopâtre parle à son trône comme à un amant. Son théâtre est extrêmement viril, parfois exagérément. Émilie dans Cinna, Cornélie dans Pompée nous semblent singulièrement peu féminines. C'est le danger de la tension cornélienne et ce goût pour les âmes hors du commun.
Corneille n'a pas craint de porter deux fois à la scène le crime atroce d'une mère qui tue ses enfants. Mais après Médée, que poussaient la jalousie et le désir de vengeance, voici Cléopâtre, égarée par l'ambition et par la haine. Cléopâtre dans Rodogune, petit 4. Cléopâtre, reine de Syrie, a tué son mari Démétrius Nicanor parce qu'il voulait la répudier pour épouser Rodogune, princesse des Parthes. L'amour du pouvoir l'a poussée à ce crime autant que la jalousie. Mais ses deux fils, Séleucus et Antiochus, s'éprennent à leur tour de Rodogune. Comme les deux princes qui s'aiment tendrement ne savent pas lequel d'entre eux est l'aîné et doit succéder à son père, Cléopâtre leur propose un affreux marché. Elle donnera le trône à celui qui aura sacrifié Rodogune à sa haine. Embrasser ma querelle est le seul droit d'aînesse. La mort de Rodogune en nommera l'aîné. Devant leur refus indigné, Cléopâtre décide de les faire périr tous deux avant Rodogune. Elle a déjà frappé Séleucus et se dispose à empoisonner Antiochus. Je vous lirai l'extrait dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.